Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'être avec Julien Bouteloup. Comment vas-tu, Julien? Bah, ça va et toi? En pleine forme, très content de t'avoir sur le podcast. C'est vrai que c'était pas facile de t'avoir, ça faisait un petit moment qu'on parlait. Tu as un planning qui est très chargé, donc vraiment merci de nous donner un petit peu de temps. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te présenter rapidement. Je pense que beaucoup de gens te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je te présente. Donc, tu es fondateur et CEO de Stake Capital Group. Comment tu en es venu, Julien, à t'intéresser à l'écosystème Web3? Comment tu en es venu à te dire, OK, ça, c'est un écosystème qui pourrait me plaire et dans lequel je souhaiterais avancer? Heu, Moi, en fait, mon background, c'est, mon système, scolaire, c'est, système distribué, mathématiques, toutes ces OK. choses-là. Donc c'était de j'étais tombé dans tout ce qui était, torrents, Casa, les choses comme ça à l'époque et forcément quand tout le concept de blockchain, de système, distribué peer-to-peer et c'est un peu plus concrétisé avec tous les différents, notamment avec Bitcoin, choses comme ça et après Ethereum, c'était, un environnement ou un sujet que je pouvais arriver à comprendre et donc je me suis intéressé un petit peu plus, au sujet et surtout après j'ai commencé un petit peu à jouer avec ces outils quand à l'époque il y avait pas vraiment grand-chose, donc au début, c'était Bitcoin, donc après c'était, pour arriver à mettre ses assets, dans un custody, donc c'était Mt. Gox et donc Mt. Gox s'est fait hacker. Mmh. Ensuite, moi je vivais à Londres, donc Ethereum, pas mal de meet-up d'Ethereum étaient sur Londres. Donc j'ai comme ça, j'ai découvert dans les tout débuts, j'ai participé aussi, je pense, à une des premières, boîtes, d'audit, qui était sur Londres. Donc on faisait tout ce Bravo. qui était, vulgarisation, et une sorte de pseudo, cours, un bootcamp pour, commencer à coder, les smart contracts et arriver à comprendre ce qu'on pouvait faire avec Ethereum. Mmh. OK. Donc du coup, ça remonte à loin quand même. Enfin, tu es un early adopter du Web3, c'est quoi, 2015, un petit peu avant? 2016? Adopteur, moi j'étais dans Bitcoin, vers 2011 quoi, et Ethereum, ça dans les tout débuts, ouais. Il y Ah avait, ouais, tu es un vraiment meet-up early. qui était organisé par, Mokoto, à Londres, j'étais un petit peu dans les je participais, on a participé, comme je te disais tout à l'heure, à une boîte d'audit sur Ethereum, tout ça, donc voilà, c'était dans OK. les débuts, ouais. Et bah, bravo parce que je pense Je que connaissais ouais, Myst avec, Fabienne, celui qui a monté ouais, Myst, à l'époque, on n'avait pas de wallet, on n'avait pas toutes ces choses-là, donc il fallait faire tourner le terminal, sur Bitcoin ou fallait faire tourner le client, sur sa machine pour pouvoir arriver à transférer, des tokens. Donc c'était, en tous les tout débuts, ouais, il y avait aucun outil, qui permettait par exemple d'afficher sur un dashboard, en ligne ou de voir ses l'écosystème a beaucoup changé en 10 ans, c'est même incroyable, hein, la l'évolution de l'écosystème en 10 ans, ouais. ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Ça fait partie justement de toi qui es là depuis le début, de savoir un petit peu comment tu l'as vu arriver, comment tu l'as vu évoluer et là où il va aller. Grâce à ton expérience et le fait que tu aies passé beaucoup de temps dans cet écosystème, tu as décidé de créer un groupe, donc Stake Capital. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à, voilà, nous faire une petite explication de quel est ce groupe, qu'est-ce qu'il fait, quel est son objectif? Et est-ce que tu peux nous donner aussi ta vision que tu as eue à la base en le fondant? Alors j'avais pas décidé de construire un groupe, OK. c'est arrivé à être un groupe, mais à l'époque, j'avais construit pas mal de petits projets, dans l'écosystème, blockchain, notamment, IDBox, qui était un système, décentralisé d'identité, locale, donc qui a été développé et déployé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a gagné un prix, des Nations unies et ensuite j'ai monté Flying Carpet qui était un produit décentralisé qui montait des algorithmes mathématiques, heu, qui avait pour but d'être décentralisé en utilisant Isaac, à la base, qui permettait de pouvoir analyser depuis des images satellitaires, notamment, des images, voilà, pour analyser par exemple la biomasse ou analyser, la concentration de carbone ou analyser en temps réel la production de café au Brésil. Donc ça, c'était des petits projets, et ensuite, quand la DeFi a eu, enfin DeFi boom,
À l'époque, il faut savoir en fait que la blockchain était très, tous les projets étaient à but non lucratif. C'était comment utiliser la blockchain pour, euh, pour résoudre des problèmes mondiaux, sociétals, mais aucun ordre financier derrière. Et c'est la DeFi qui a un petit peu tout changé. Et vu que moi, mon background, c'est voilà, c'est mathématiques, physique, finance, système distribué. Dans la DeFi, c'était assez simple de pouvoir s'initier dedans et de pouvoir arriver à construire. Donc, j'avais commencé à construire un des premiers projets pour ce qui était à l'époque du liquid staking, mais pour LivePeer. LivePeer qui était un des premiers projets de l'écosystème, Nous Cypher. C'est comme ça qu'après j'ai rencontré d'autres personnes comme Michael de Curve. Mais à l'époque, c'est ça en fait. Donc, je travaillais sur un liquid staking protocole et notamment ce qui a amené à construire un StakeDAO avec des différentes stratégies d'investissement pour récupérer du yield. Mais les liquid lockers ou ces différentes structures, c'est ce qui est arrivé à naître après cette recherche de liquid staking et toutes ces choses-là. Waouh, bravo, bravo. On voit qu'il y a vraiment une grosse vision derrière et que tu as pris vraiment le temps de développer quelque chose de complet avec déjà ce que tu connaissais et ce que tu as appris avec le temps. C'est vraiment assez impressionnant. On sait qu'effectivement, tu es assez présent dans la DeFi avec ton groupe. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus en profondeur quel est justement le positionnement de ton groupe dans l'impact de la DeFi et comment justement Stake Capital essaye de développer encore plus l'écosystème blockchain et DeFi? Mais à l'époque, donc la DeFi, il y avait pratiquement pas beaucoup de produits, hein. Il y avait Uniswap, d'ailleurs, il y avait un autre produit, notre auto-market maker qui venait d'Israël, de Tel Aviv, qui était monté. Donc, Curve après s'est créé. Et en fait, l'idée, c'est que je pense que j'étais parmi les premiers qui disaient que c'est comme en fait la réplication du système de gouvernance européen, des choses comme ça, avec le Parlement, la Commission européenne. Et donc, en fait, le lobby représente beaucoup plus que, que l'injection monétaire ou que le contrôle monétaire, genre que l'argent. Et donc, en fait, il fallait arriver à être amené à accumuler des tokens de gouvernance assez rapidement. Donc, en fait, l'idée, c'était de pouvoir accumuler des tokens Curve, parce que Curve était un des plus gros projets de la DeFi, en parallèle de Uniswap qui était devant. Et donc, Ok. l'idée, c'était quoi? Construire des produits qui permettent de pouvoir arriver à être amené à avoir de la puissance de gouvernance sur différents écosystèmes. À l'époque, il y avait que L1, que Mainnet, donc c'était assez relativement simple, genre que Mainnet, on va dire en termes de DeFi, hein, parce que forcément, il y avait d'autres protocoles, Tezos, Cosmos, Solana, Polkadot, tout ça, et pas vraiment de DeFi dessus. Donc j'ai fait ça. Donc c'était StackDAO pour accumuler de la gouvernance. Waouh. Ensuite, Rake News. Rake News, c'était pour arriver à dénicher ce qui se passait un petit peu dans l'écosystème de la blockchain. Et c'est devenu un des plus gros, je pense, une plus grosse communauté de l'écosystème blockchain. Ok. Ensuite, Blackpool. Blackpool, c'est parce qu'en fait, j'avais acheté Mbappé et j'avais un petit peu un portefeuille de NFT. Et donc, il fallait que je regarde comment arriver à gagner, à faire du rendement sur ces NFT. J'ai pas forcément énormément de temps pour jouer à Sora et je n'étais pas forcément le meilleur joueur de Sora, de loin même. Et donc, en fait, j'ai commencé à chercher des gens qui puissent arriver à m'aiguiller ou arriver à pouvoir manager ce portefeuille. Ce qui a créé Blackpool Finance, qui est notamment le plus gros joueur sur Sora, dans le top 3, ça dépend des semaines. Waouh. Et on a aussi un bon contrôle d'une bonne palette de jeux différents. Donc voilà, donc Blackpool, StakeDAO, Rake News. Et en parallèle de toute cette activité-là, on a investi dans plus de, je sais pas, 150, 180 différents projets dans l'écosystème de la blockchain, dans la DeFi, et une bonne partie aussi, peut-être une cinquantaine de projets en France. Donc ces chiffres-là ne sont pas forcément exacts, donc j'aimerais pas qu'on me reprenne que j'ai sorti, mais je pense que à la palette, c'est à peu près ça, parce qu'il y a toujours des gens qui s'amusent. Voilà, je pense qu'on a une bonne partie en France et dans le monde. Très impressionnant. C'est fou tout ce que tu as réussi à faire en si peu de temps. Et j'ai une question qui me vient quand tu fais de l'investissement comme ça. Qu'est-ce que tu mets en premier ou quels sont tes critères d'investissement? Est-ce que c'est
c'est de l'émotionnel, c'est du rationnel? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que tu as des critères qui sont stricts avec un scope qui est strict et que focus là-dedans? Est-ce que tu es un peu ouvert et que tu regardes tout ce qui peut être intéressant? Quelle est ta vision par On rapport va à ça? dire que je me suis un peu plus professionnalisé dans la démarche sur Ouais, ces dernières années. À l'époque, c'était plus feeling et tech. Donc, j'investis que dans pratiquement 98% dans l'infrastructure. ok. Donc, tout ce qui est sécurité, encryption, scalabilité, choses comme ça. Et forcément, bah, le point fort, c'est l'équipe. Euh, L'idée, en général, elle est, elle est pas nouvelle. Je veux dire, Mhm. vu avec l'open source, avec les différents, tout le monde peut avoir la même idée ou comprendre l'idée, mais ce qu'il faut, c'est vraiment une équipe qui a une certaine puissance d'exécution pour exécuter, une solution à un problème. Donc maintenant, au fur des années et au fur des choses qui sont passées, c'est vrai que je suis un petit peu plus, picky sur le fait d'aller choisir des projets. Donc l'équipe compte encore plus et surtout aussi l'expérience de l'équipe. Donc on va dire que, un first time founder, une personne qui est son premier projet, c'est, relativement, difficile, d'être amené à l'aider parce que la chance Réussir ou de performer les non-succès est faire. relativement Ouais. assez élevé donc voilà. Mais sinon voilà, sinon c'est tout ce qui est sur le concept de, mathématiques, tech assez lourd, et décentralisation, sécurité et surtout, j'investis que dans les projets, que, j'arrive à comprendre, pas comprendre forcément en détail, mais et aussi que j'arrive à implémenter ou à connecter dans le portefeuille existant. Ça, c'est extrêmement important. Donc en fait, seulement dans des projets qui arrivent à résoudre des problèmes que, le groupe Stack Capital rencontre ou que le portefeuille de Stack Capital rencontre. Voilà, c'est un peu la ligne Ok. directrice d'investissement. Ok, bah merci pour ton partage. Il y a une question qui me vient par rapport à ça, c'est actuellement quel défi tu vois ou quelle opportunité tu vois dans cet écosystème, que ce soit dans le monde Web3 ou dans la DeFi. Est-ce que tu vois qu'il y a un secteur d'activité qui est actuellement un peu en plein boom ou qui est en train de se développer ou qui est tout simplement sous-coté et qui va exploser dans pas longtemps? Bien sûr, c'est pas forcément un conseil en investissement, hein, mais c'est juste, voilà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois émerger gentiment dans l'écosystème Web3 et dans lequel tu as un petit œil dessus? Bah, l'écosystème, blockchain, DeFi, crypto, heu, elle est assez représentatif de, de comment la société fonctionne. Donc ça fonctionne par phase et par boom, par mots-clés. Dans la finance traditionnelle, vous aviez à l'époque, les imprimantes 3D, les drones, voilà, c'est comme ça et tout le monde s'y met et tout le monde cherche, parce que c'est là où les VC, les investisseurs regardent. Donc dans la crypto, la blockchain, c'est un peu pareil. Mm. Donc en ce moment, c'est, Zero Knowledge Proof, FHE, Fully Homomorphic Encryption, toutes les choses qui sont relativement assez complexes, mais bizarrement que tout le monde arrive à faire. C'est un peu comme si vous trouviez, dans votre classe de mathématiques 100 des élèves qui ont tous A+, quoi, qui ont tous 20 sur 20, quoi, bizarrement. Donc faut faire le tri, parce que sur 100 des projets qui sont sur la table, il y en a 1 qui dit vrai et qui arrive vraiment à faire, ce qu'ils disent. Et donc nous, bah, ce qu'on regarde forcément, c'est, en ce moment, c'est beaucoup la connexion entre machine learning, AI, et la blockchain, forcément grâce à OpenAI avec ChatGPT, donc tous ces différents concepts de distribution, de computation, et de modèles mathématiques pour pouvoir arriver à avoir des choses qui redistribuent la valeur, aux personnes qui l'utilisent. Donc ça, c'est un gros concept, hein. Et ensuite, tout ce qui est scalabilité, donc avec tous les différents modèles mathématiques ou qui permettent de pouvoir arriver à batcher, envoyer des transactions d'une façon beaucoup plus rapide ou d'une façon beaucoup plus décentralisée, et donc ça à faible coût et donc tous les différents L2, L3 maintenant, donc ça c'est Ouais. important et ensuite après dans un milieu, que, on va dire, je suis pas forcément, nous on n'investit pas forcément dans les SaaS, donc tout ce qui est plateforme, tout ce qui est, Mhm. outils, pour aider le customer à la fin, le retail. On en fait à peu près 10, je dirais, du portefeuille d'investissement. Hem, mais tout ce qui est après, social token, par exemple, je pense que c'est très gros.
parce que l'écosystème, la société d'aujourd'hui, elle est drivée, elle est conduite par ces différents réseaux sociaux, donc TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram. Et donc forcément, quand quelqu'un a un profil, indirectement, il est un social influencer, mais surtout aussi, il peut être un social token à lui-même. Et c'est d'où, par exemple, on avait fait des investissements il y a 3-4 ans dans Roll Network et dans d'autres choses qui permettent de pouvoir tokenifier l'activité d'un individu, son activité digitale. Ça, je pense que c'est un énorme marché. Est-ce que c'est un marché que je suis friand ou que je me dis que je vais arriver à aider le maximum? Pas forcément, parce que c'est pas forcément dans euh, de mes skills techniques, mais oui, c'est un gros marché. Donc on regarde un peu tout, voilà, scalabilité, sécurité, ça c'est vraiment les trucs qui me parlent. Et après tout ce qui est derrière avec gros potentiel de valeur, notamment les social tokens, les choses comme ça. Ok, et à chaque fois, forcément des projets Web3. Pas forcément, Forcément. Ok. investi dans des projets Web 2, tout ce qui est intelligence artificielle. À la base, Zama, Full Moment Encryption, avec lequel on a fait 75 millions de levées il y a quelques semaines Bravo. avec Multicoin. Ça, c'est un projet qui n'était pas Web3 à la base, hein, qui était un projet purement AI, Full Homomorphic Encryption. Mais il y a d'autres projets aussi. J'ai investi pas mal dans tout ce qui est longévité. C'était un truc, beaucoup de temps, donc je me suis pas mis dedans quand j'étais intéressé au sujet quand j'étais dans la crypto, hein, c'est pas comme beaucoup. Voilà, donc AI, blockchain, longévité. AI, c'est parce que j'étais diplômé, je faisais un cursus en machine learning en 2009-2010, donc ça me comprend bien. Blockchain, bah, parce que j'ai pas mal étudié au niveau système distribué, torrents et longévité parce que c'est un domaine qui m'intéresse, même si je suis une grosse bille euh, en, euh, corps humain et choses comme ça. Donc, mais ça m'intéresse énormément. Ah, on voit que tu es quand même diversifié, hein. Tu t'intéresses à beaucoup de choses et forcément, plus tu t'intéresses à des projets, bah, plus tu en apprends, plus tu développes aussi toi-même. Exactement. Donc, ouais, franchement, bravo pour ce mindset et cet état C'est d'esprit. l'intérêt Enfin, de Stack Capital Group. On bah investit, mais oui. on a aussi une startup studio. On a aussi une venture studio qui construit entre 1 et 3, on essaye tier 1 projet tous les 3 ans, quoi. Donc, Waouh. voilà, c'est avec un cohorte de projets, on essaie en construisant, on apprend et donc en apprenant, ça ouvre des portes d'investissement et donc on comprend le marché. Ok, ouais, très très intelligent. Et quel est ton scope en termes de. Est-ce que c'est plutôt du pré-seed, du seed, série A, série B, etc. Est-ce que tu n'as pas forcément un minimum ou un maximum sur le niveau de maturité de la société? Et est-ce qu'il y a des fourchettes sur lesquelles tu dis, bah voilà, moi en dessous de 500 000 euros, j'y vais pas, ou je vais pas, par exemple, au-dessus de 100 000? Enfin, quels sont ces deux scopes-là que Pas tu. vraiment de, on va dire qu'on est on est plutôt risque, Bon, plutôt une ok. activité de slash entre guillemets hedge fund, donc avec Ouais. un desk de trading, avec un desk d'OTC, avec quelque chose comme ça. Euh, Si ça peut un peu schématiser l'approche. Et donc forcément, indirectement, ça permet d'avoir des positions relativement assez à risque et donc des investissements sur des phases pré-seed, seed. Mais ensuite, on a fait pas mal d'investissements dans des séries A, notamment dans des L1, comme comme Starknet, comme Zcasing, choses comme ça. Et donc voilà, donc ça dépend en fait de l'opportunité. On va dire que 80%, 90% des investissements sont faits en pré-seed seed, parce que c'est vraiment là où on peut aider. Vu qu'on a une activité quantitative sur le marché, on construit, on aide et on peut advise. Donc ça plaît énormément au projet. Waouh. Ah ouais, c'est assez complet. Vous êtes combien actuellement à travailler pour le groupe? Vous êtes nombreux? Je dirais qu'on est à peu près dans les soixantaines, dans l'entièreté des différents projets Incroyable. qu'on soutient dans le Venture Studio et indirectement dans le Stack Capital Group du board, tout ça. Mm. Ah, c'est beaucoup. Donc, du coup, c'est réparti comment? Bah, sans me dire le nombre et tout, c'est pas du tout la question. Mais en gros, tu as Stake Capital Group. Tu as donc la partie studio. Tu as aussi la partie DAO. Il y a aussi comment c'est diversifié? C'est ça, quoi.
à l'intérieur de Stack Capital Group, vous avez des projets qui ont soit en cours de spin-off, soit en train d'être lancés. Vous avez la partie d'investissement, la partie recherche, la partie trading, la partie lobby, gouvernance. Donc voilà, sur toutes ces différentes verticales. OK, OK, OK. Bah, bravo. Vraiment bravo, Julien, pour ce que tu fais. Merci. C'est super, super impressionnant. Franchement, félicitations à toi. Est-ce que je pense que c'est quelque chose d'un peu croustillant et je ne sais pas si tu as le droit de le dire parce qu'il y a des parties confidentielles, mais est-ce qu'il y a des projets dans lesquels tu as investi qui sont soit des projets notables, soit des projets qui ont un peu push? Est-ce qu'il y a tu as le droit d'en parler aussi? Est-ce que tu peux nous Tous donner mes 2-3? investissements sont publics, donc je crois que je Ouais? suis un des OK. seuls. Tous les investissements de Stack Capital sont publics. Je crois que je suis un des seuls à fournir l'entièreté de la liste sur Stack Bravo. Capital, le site internet. Et donc comme ça, si je suis amené à communiquer un Twitter ou parler d'un projet, les gens peuvent vérifier si on a Tu es une dedans ou pas? position sur ce projet et donc pas par la suite me reprocher d'avoir chill certaines choses. Alors j'essaie de faire d'être générique, agnostique au maximum. Et quand je parle d'un projet qui me plaît, et je parle aussi de beaucoup de projets dans lesquels on n'a pas investi et qui me plaisent énormément. L'un ne veut pas forcément dire l'inverse. Et donc voilà, on fait ça. Après, sûrement, il y a sûrement des petits oublis. Donc ça, on essaie de les ajouter. Mais oui, on est assez transparent sur l'approche. Mm. OK, OK, OK. Donc du coup, tout est public. Donc pour les personnes qui veulent avoir plus d'informations, donc ils vont directement sur ton site internet, hein. Je pense que c'est le meilleur endroit pour avoir les infos. Voilà, sur mon Twitter, et après ils peuvent cliquer sur le site s'ils le cherchent pour pas se faire scammer. Ils OK, peuvent, je bon, bah, pense qu'il y a des super. petites copies de Stack Capital qui tournent et qui peuvent être amenées à faire des screenshots par certains alors que c'est même pas le bon site. Donc, Ah! OK, donc faites attention, vraiment, passez directement par le Twitter, de Julien, comme ça sera le meilleur moyen de pas vous tromper. Hem, comment vous avez, eu la possibilité de recevoir autant de fonds? C'est grâce à vos investissements et ça s'est développé? Il y a des investisseurs qui sont derrière et vous gérez leurs fonds? Si pareil, c'est pas si c'est-à-dire en c'est fait c'est en construisant un écosystème, en construisant, bravo. tu es amené à ensuite après en ayant montré patte blanche, tu es amené à rejoindre d'autres investissements parce que les gens savent que tu peux fournir tel ou tel travail de gouvernance, de market maker, d'arbitrage, une activité transversale sur l'écosystème d'Edify et forcément c'est utile à beaucoup de projets pour être successful, pour réussir ce qu'ils veulent être amenés à faire. Et donc voilà, ça ouvre des portes, forcément. OK, très intéressant. Bah, bravo, vraiment bravo pour ce que tu as fait. Je sais pas si les gens se Merci rendent Jean. compte, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. Surtout qu'on parle pas des décennies de travail, on parle vraiment de quelque chose qui est très concentré et qui prend bien. Vraiment félicitations à toi. On a parlé un petit peu, bah, de l'investissement que tu as fait avec, donc, Blackpool Finance son rôle dans les NFT. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un peu plus en profondeur? Quel est vraiment leur rôle dans la gestion d'actifs de NFT? Est-ce que pareil, ils se diversifient? Tu nous as parlé aussi de Sora. Comment ça se passe? Bah, Blackpool, en fait, on a donc été créé avec un token de gouvernance et on a des D'accord. managers qui permettent de manager un portefeuille de NFT sur des jeux qui ont de l'utilité. Et donc, par exemple, sur Sora, en fonction des cartes que vous avez, en fonction des différents tier 1, tier 2, tier 3, uniques et autres, ça vous permet de participer à des championnats. Et ces championnats, c'est comme un football manager, quoi. Vous gagnez Mmh. d'autres cartes et ensuite vous pouvez arriver à gagner aussi un yield. Et ce yield-là est redistribué à ceux qui stake le BPT token. Et donc, on a aussi investi, participé dans différents jeux qui sont relativement connus et ont une réussite, et d'autres aussi qui ont échoué, par exemple Axie Infinity, choses comme ça, mais qui étaient plutôt, qui ont plutôt drivé le play to earn, et après des Illuvium, des choses comme ça. Et en fait, l'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir les meilleurs managers pour manager différentes verticales. Donc, par exemple, là, on est sur Cross the Edges, qui vient de lancer le OK. token, sur MetaFight, qui vont aussi lancer un token. Donc voilà, on essaie de se mettre dans des jeux. Euh,
principalement dans des jeux qui ont une connotation physique aussi. Donc, par exemple, le foot, MetaFight et d'autres trucs. Et après, on fait aussi tout ce qui peut être jeu de cartes, donc par exemple Cross the Aegis ou Comets, choses comme ça, qui sont plus virtuels. On va dire que ça correspond un petit peu moins. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant à la base, c'est un peu une approche quantitative, hein, de comprendre les performances dans la vraie vie. Donc, par exemple, quand tu es sur Sora, il faut arriver à comprendre les transferts, il faut arriver à comprendre les performances des joueurs. Parce que quand tu joues au jeu, Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast de Token Talker. Je vais prendre 1 minute de votre temps pour vous présenter le token URU, qui est un projet révolutionnaire lié à l'écosystème Eruditoire. Alors déjà, dans un premier temps, il sponsorise le podcast de Token Talkers. Le token URU est basé tout simplement sur un principe de play to earn, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement gagner encore plus d'URU tout simplement en aidant la communauté NEC. Le token URU offre des applications qui sont concrètes dans tout l'écosystème éruditoire. C'est-à-dire que vous pouvez échanger vos tokens URU contre des services exclusifs, mais aussi contre de la nutrition, et vous pouvez même participer à des jeux qui vont vous permettre de gagner encore plus de tokens. Chaque propriétaire d'URU peut décider de l'utilisation qu'il souhaite en faire, s'il veut acheter, revendre ou même offrir ce token. Le token URU, il est sécurisé sur la blockchain. Il est limité en termes de quantité à 2,5 millions de tokens, ce qui fait qu'il y a plus de valeur et bien sûr, ce qui assure sa rareté. En rejoignant l'écosystème Eruditoire, vous bénéficiez donc d'un réseau d'experts, de services premium et vous sécurisez votre avenir financier. Si vous voulez plus d'informations sur Eruditoire, vous avez le lien en bas de la vidéo, vous avez le lien en commentaire du podcast et bien sûr, vous pouvez aussi nous contacter. c'est directement corrélé aux performances des joueurs dans la vraie vie. Donc, si le club il marque un but et qui va en demi-finale, et ben, ta carte elle prend plus de XP, donc tu peux la jouer, donc tu peux gagner le championnat, tu peux gagner les différents matchs. Donc ça, c'est ça qui nous, ce qui est intéressant, c'est le mix entre la corrélation entre le monde virtuel, le monde digital et le monde physique. Et là, on vient de lancer avec Blackpool un site club qui permet en fait de investir via BPT dans les projets de gaming Web3 à fort potentiel. On l'espère en fonction de comment on trouve Waouh. ces projets, mais on a accès à des précides dans ces projets. Donc, on va ouvrir la porte de ces précides aux tokens aux token holders de BPT pour qu'ils puissent rejoindre ces investissements. Waouh, impressionnant. Bah, vraiment, encore une fois, bravo. Je pense que tu l'as Et déjà dit, mais aussi, vraiment, c'est BPT, le impressionnant. but, c'est de pouvoir arriver à connecter. Je pense, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, mais je pense dans les conférences un peu de jeux complètement on-chain. Et pour moi, en fait, le gaming, on va connaître un peu ce que la DeFi a connu. C'est-à-dire en fait que si tu amènes les jeux on-chain, tu vas Mhm. avoir indirectement une sorte de métagaming, ce qui va faire en fait Ah oui. que indirectement les jeux vont pouvoir dialoguer ensemble. Donc ton interaction dans, je sais pas, je pense à mes Fortnite qui potentiellement peut être Web3, avec tes skins, avec tes items, avec tes XP, avec ton évolution dans le jeu, elle peut être indirectement ou directement euh, transversée sur Sora ou sur MetaFight ou Cross the Aegis. Et ça, nous, on essaie de placer le BPT pour qu'il y ait une sorte de, que ce soit un peu l'élément utilitaire de connexion embryonnaire de l'ensemble de ces différents jeux, pas forcément avec le jeu qui implémente le BPT, mais avec le BPT qui permet de transposer ton activité d'un monde à l'autre. Et ce qui fait qu'en fait, si tu es actif sur Sora et tu as des BPT dans ton wallet, tu as un NFT Sora, indirectement, tu peux claimer des XP un peu plus forts sur MetaFight, qui n'a rien à voir avec Sora. Totalement. Mais c'est une sorte de layer de connexion du portefeuille Blackpool. Et donc, nous, on essaie de ramener cette utilité à ce layer, ce qui permet en fait d'être actif. Tu peux être joueur de Cross the Aegis ou avoir un token Cross the Aegis. Et si tu as un NFT Sora et un NFT MetaFight, alors tu es un Tier 1 Blackpool holder et donc tu peux aller, tu peux obtenir un ticket pour les Jeux Olympiques. Des trucs comme ça. Ah, c'est fou, c'est fou. Quel est le meilleur moyen de te contacter si on veut plus d'informations sur ce que tu fais, si on veut, Twitter, par hein. exemple, Twitter? Ouais, Twitter c'est c'est vraiment ouvert. Twitter le meilleur moyen pour toi. Mm. Ok. Bon, bah, parfait. On sait aussi que tu es au cœur de la fondation de Rec News. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le rôle de Rec News dans la communauté, notamment DeFi, crypto? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus quel est l'objectif derrière ça? Rec News, en fait, c'est un peu un,
il y a aucune personne il y a aucune entité ou autre projet qui est comme Rate News. On va dire Rate News, OK, c'est très secret, underground, et a vocation d'écrire ou d'expliquer avec l'information qui provient de la blockchain, des éléments, des comportements et différentes choses qui se passent dans l'écosystème, notamment les projets qui font faillite ou les projets qui se font voler de l'argent, qui se font hacker. Donc nous, on explique, on vulgarise d'une certaine façon ces différentes choses pour pouvoir donner à l'écosystème, à la communauté, une façon de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc on explique vraiment avec les mots et la façon d'écriture de Rect. Donc c'est assez sarcastique. On prend jamais position sur telle ou telle chose. Et on donne d'accord. toujours au lecteur sa conclusion après l'interprétation qu'il fait de lui-même de l'article qu'il a lu. Donc ça, c'est la partie un petit peu mise en avant de différents articles. Après, il y a la partie aussi qu'on est en train de remettre en place, feed et leaderboard, qui permettent en fait de pouvoir arriver à avoir en temps réel l'information tous les 24 heures de ce qui se passe dans l'écosystème. Et ensuite, il y a aussi Rect, ça c'est une petite alpha, mais Rect V3 qui va sortir avec un concept un petit peu plus décentralisé, avec un concept, ouais, pas mal de petits concepts assez sympas à l'intérieur qui vont permettre aussi de pouvoir affilier ou d'engager les membres de la communauté dans la ligne directrice, dans la vision de Rect. Waouh, waouh, bah, bravo pour avoir cette vision assez pareil, assez globale et de pouvoir faire plusieurs choses en même temps et essayer de se démarquer, pas essayer de se démarquer complètement de ce qui se fait déjà. Et on voit vraiment bah, ton état d'esprit là-dedans. Comment, toi, tu vois cette évolution justement des médias? Il y a de plus en plus de médias dans l'écosystème. Rec News en est un. Comment tu vois vraiment cette évolution et quelle place ils ont dans la partie bah, communauté, dans la partie création de contenu? On sait que c'est important dans l'écosystème Web3 de bâtir une communauté, d'essayer de se développer dans l'écosystème crypto également. Donc, comment toi, tu vois justement cette évolution, est-ce que tu la trouves saine? Est-ce que tu vois qu'il y a encore du chemin à parcourir? Et quelle importance tu penses que ça a les news bah, pour l'éducation et de continuer à développer cet écosystème qui est parfois peu connu? Bah, je pense que les médias sont à double tranchant, c'est-à-dire en fait, je dirais qu'il y a 90% de médias toxiques et Ouais, ensuite 2% de médias qui essaient de vraiment faire du bon travail en fournissant une recherche qualitative, une approche qualitative. Euh, mais c'est vrai que sur Twitter, choses comme ça, il peut y avoir des sortes d'influenceurs de médias qui amènent ouais, beaucoup plus de toxicité dans l'écosystème au lieu d'essayer de le renforcer, de le construire. Euh, une grosse évolution des médias. Après, ça dépend s'il y a des gros médias qui sont pas forcément ou ont la capacité d'être agnostiques parce qu'ils sont ouais, financés ou qu'ils ont une directrice qui permet. Le problème en fait d'un média, c'est que pour pouvoir exister, il faut qu'il ait de l'audience et le fait d'avoir de l'audience est caractérisé souvent par des punchlines, par un système toxique parce que c'est ça qui fait. Les gens aiment beaucoup le le chaos. buzz. Voilà, les gens aiment beaucoup le buzz, le chaos, et donc le buzz veut dire les gens se crachent dessus et s'insultent parce que c'est comme ça qu'ils vont avancer. Moi, je trouve que c'est plutôt une façon relativement assez petite et mesquinte d'arriver à fournir du contenu de qualité et de monter les échelons comme ça. Euh, voilà. Ok. Comment toi, tu vois le... Donc là, on a parti sur la partie news, je partage 100% ton avis. Et sur la partie des institutions, il y a de plus en plus d'institutions voilà, qui partagent ou qui montrent en tout cas leur intérêt à l'écosystème du Web3, qui se disent que c'est une industrie naissante. On a vu encore BlackRock il n'y a pas très longtemps, que ce soit sur la partie Bitcoin, même sur éventuellement les RWA. Toi qui es là depuis le début, justement, on en a parlé au démarrage de ce podcast, toi qui es là depuis le début, comment tu vois cette Le évolution? Est-ce que tu début, la trouves propre? pas le début, un ou 2 ans après, quoi. Donc, Ouais, bah pour moi, c'est le début, hein. Ouais, c'est dans les débuts, vraiment. ouais. Dans les Ouais, tu débuts. es vraiment quand même un des premiers. En tout cas, sur la chaîne, on n'a pas eu beaucoup de gens qui étaient là depuis 2011-2012. Donc, vraiment, bravo à toi d'avoir été là à ce moment-là. Par chance, hein, par chance, hein.
Ah, on dit que la chance, ça se provoque, donc je pense que c'est pas que de Mmh. la chance, tu as dû travailler pour ça, en tout cas. Tu as dû Mmh. travailler pour ça. Mais en tout cas, tu es là depuis un petit moment, donc à ce moment-là, les institutions étaient plutôt en guerre contre le Web3. Maintenant, c'est limite un allié. Comment toi, tu les vois arriver? Est-ce que tu trouves que tu prends ça d'un bon œil? Est-ce que tu penses que c'est mieux s'ils se mêlent pas trop? Quel est ton avis? Bah, c'est toujours un petit peu l'histoire du cheval de Troie, quoi. Ouais, Après, moi, j'en ai pas mal parlé de cette situation, mais le concept de DeFi qui va remplacer la CeFi, la finance centralisée, pour moi, c'est une jolie histoire, mais c'est pas une histoire qui va se concrétiser parce que pour moi, en fait, c'est la finance centralisée, la finance traditionnelle qui va utiliser les concepts de la finance décentralisée pour arriver à résoudre des problèmes à son cœur, qui sont par exemple le fait d'aller manager un portefeuille d'actifs pour les particuliers. Donc, notamment, je parle des banques. Ça peut être fait par des systèmes de account abstraction, de secure enclave, donc des choses beaucoup plus sécurisant et sécurisées pour l'utilisateur. Donc tout ça, ça va être utilisé ils sont obligés, par exemple, quand tu parles de KYC, AML, de sécuriser, GDPR, de systèmes d'encryption end-to-end, des systèmes de pouvoir envoyer de la donnée sans pouvoir être interféré par différentes third parties, parties tierces. Et ben, tout ça, ça peut être fait par le zero knowledge, ça peut être fait par fully homomorphic encryption, FHE. Tous ces concepts-là, tous ces outils vont être utilisés par les institutionnels, la finance traditionnelle, parce que en fait, ça leur résout des problèmes. Et aussi, ce qui est extrêmement important pour eux, ça permet en fait de scale, d'accélérer des prises de marché et aussi d'accélérer leur réduction de coûts. Parce que si vous n'avez pas, faut savoir qu'une banque, un des plus gros coûts, c'est le parc informatique, les distributeurs de billets, la sécurité autour, des choses comme ça. Donc ça permet en fait d'économiser énormément de coûts et donc forcément de faire beaucoup plus de profit. Donc si à la fin, ces acteurs réalisent qu'ils peuvent faire beaucoup plus de profit tout en étant beaucoup plus sécurisés et en allant beaucoup plus vite, alors ils vont l'adopter. Au niveau institutionnel, mmh, gouvernement, c'est comment arriver à pouvoir, entre guillemets, protéger les gens à utiliser cette technologie, parce que forcément, elle est permissionless, donc tout le monde peut utiliser n'importe quel outil, notamment des produits dérivés, des options, des perps, choses comme ça, ce qui peut être considéré comme une sorte de casino virtuel. Et donc, d'accord. encore faut-il avoir la capacité d'avoir suivi une sorte de connaissances pour pouvoir arriver à utiliser ces outils qui peuvent vraiment mettre des gens à mal. Donc, voilà, les institutions, malheureusement en Europe, je pense qu'on bouge encore relativement beaucoup moins rapidement que la Chine ou les États-Unis. Je veux dire, par là, en termes d'investissement, après, oui, c'est vrai qu'il y a Mika et des choses comme ça. Mais Ouais. là, en l'occurrence, quand tu regardes la machine learning AI et la blockchain, on est encore à la traîne, même si on est potentiellement les premiers à discuter de ces sujets ou à essayer de les régulariser. Le problème, c'est que le régulateur et les institutions pensent d'abord à réguler ce qui va arriver dans 20 ans, au lieu de s'amuser à accélérer l'innovation et de réguler des choses de maintenant, qui sont Ouais. déjà là, utilisables et utilisées. Ah, très, très, très bonne vision. Est-ce que pour toi, le fait que justement des institutions arrivent, ça pourrait permettre d'apporter encore plus de crédibilité à l'écosystème? Parce qu'on sait que parfois, quand on parle de Web3, de crypto, les gens se disent c'est du scam. Je pense que tu l'as entendu beaucoup plus que moi. Est-ce que le fait qu'il y ait des institutions, ça va permettre voilà, de montrer que c'est pas si scammy que ça et il y a une vraie valeur derrière? Bah, moi, je pense que déjà mentionner crypto, c'est très péjoratif. En fait, crypto, voilà, c'est une conséquence ou un outil, mais vraiment la technologie, c'est ouais, c'est le protocole, quoi. C'est la blockchain. Ce serait comme par exemple aujourd'hui de mentionner tout le temps, c'est de l'euro, du dollar, du yen ou des choses comme ça. L'aspect un peu monétaire, tokenisation, soit de l'equity, soit des parts, soit peu importe. Euh, mais c'est vrai qu'après, malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui font rien, hein. C'est-à-dire et beaucoup de toxicité. Donc, entre les projets qui se font voler des centaines de millions, 20 millions de dollars et les projets qui se barrent
en Asie, des personnes pour voler la caisse ou d'autres personnes qui disparaissent en faisant une sorte de casino et que le Ouais. truc foire. Donc il y a beaucoup quand même de vu que ça va très, très vite et que c'est très gros, bah, ce qui en sort souvent, c'est les mauvaises choses. Et donc forcément pour imaginez, hein, imagine pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu, comme on disait tout à l'heure, la toxicité dans les médias, elle est récurrente et elle est, omniprésente. Pourquoi? C'est ça qui fait vendre du papier. Et donc, de façon imaginer le papier, je dis, Oui. en ligne, hein, parce que sinon après les gens vont me reprendre, Julien il est encore au papier. Et donc, je préfère faire attention parce que ça peut à chaque fois ça va très, très loin. Et donc en fait, l'idée c'est que, vu que c'est ça qui fait vendre, et ben, en fait les papiers qui ont un certain lobby ou une directrice politique, comme, je sais pas, Le Monde, le 20 minutes, choses comme ça, et ils vont parler que des hacks. Ils vont parler, bah, voilà, encore une fois, Bitcoin s'est fait hacker. Mais encore, ils ne disent pas vraiment, la vérité. Bitcoin s'est pas fait hacker, c'est un projet qui est monté sur son protocole, s'est fait hacker. Ou un projet qui a monté un NFT sur Ethereum s'est fait hacker. Mais c'est pas Ethereum qui s'est fait hacker. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un qui monte une boîte de couture et qui la met sur internet, la boîte de couture, elle se barre et ils disent que le protocole internet s'est fait hacker. Rien à voir, rien à voir. Donc encore une fois, c'est des abus de langage. Pourquoi? C'est parce que c'est pour faire vendre. Donc quand vous vendez, quand vous faites la une du TF1 et que les gens adorent et les gens disent: «Ah oui, oui, c'est vrai», et ben ça fait vendre. Et donc c'est ça, en fait, ce qui est malheureux. Et le problème, je pense que les institutions, et les boîtes de lobby n'ont pas compris que ça va à l'encontre même de ce qu'ils voudraient essayer de pousser. C'est en essayant d'amener de la valeur, en essayant d'accélérer l'adoption, qu'on amène plus de valeur et en essayant de protégeant forcément, cette activité, mais derrière, ils ont encore plus de valeur. Si derrière tout le monde, amène de la valeur de l'étranger, sur le territoire, et ben forcément, les gens ont plus de pouvoir d'achat, les gens ont plus de pouvoir de tout, pour pouvoir acheter et pour pouvoir consommer. Et donc Mmh. indirectement, c'est toujours cette, mentalité un peu, de, critique, mauvaise critique et de mauvaise vibe, et toxicité pour arriver à se dire: «Ah bah, voilà, on va vendre et ça va être bien». Alors que c'est l'inverse qu'ils devraient faire. Parler des bonnes choses, donner envie aux gens de s'intéresser, essayer de faire de la connaissance, d'enseigner, de la connaissance, pour pouvoir ensuite après à en dériver, de la valeur utile. Wow. OK, bah, merci ce partage. Je pense que ça va intéresser énormément de gens. Il y a beaucoup, beaucoup de valeur dans tout ce que dans tout ce que tu dis. Quelles leçons, tu as apprises justement pendant cette période où tu es investisseur et entrepreneur, fondateur et cetera? Est-ce qu'il y a des leçons super importantes que tu as apprises durant cette période? Peut-être des choses que tu t'imaginais pas bah, qui sont arrivées? Est-ce que tu peux, alors, sans parler de choses forcément croustillantes ou confidentielles, mais est-ce que tu peux nous partager peut-être des leçons que tu as apprises pendant cette période, investisseur, fondateur, entrepreneur et cetera? Bah, forcément, j'ai beaucoup appris sur moi déjà. Ah ouais. Donc, j'ai beaucoup appris à comprendre aussi, comment les gens fonctionnent, quel est le degré, c'est-à-dire en fait, voilà, quand tu aides des gens ou quand tu participes, à la création de choses, derrière tu es pas forcément, rewardé, comme tu l'attends. Donc il y a toujours un petit peu, ouais, cette connaissance de comment, les gens fonctionnent, de comment, des projets sont montés, et aussi de comment tu peux faire les choses. Donc, je pense que voilà, je pense que ça vient avec la maturité, d'investisseur et de builder, et c'est pas pour rien que je pense que, majorité des entrepreneurs qui ont beaucoup construit ou qui ont beaucoup fait de choses, à la fin ils sont guéris et donc deviennent très durs parce que, c'est la façon de se protéger, heu Mmh. et donc, Des murs. voilà, c'est ça, faut se mettre des protections. Et OK. donc, voilà, dans un écosystème qui est toxique, forcément, tu es forcément exposé à la toxicité, d'une façon ou d'une autre et donc ça peut faire très mal. Et donc, ensuite après dans l'écosystème, bah, j'ai appris beaucoup de choses, hein. J'ai appris que, l'investissement ça fonctionne comme monter un projet, c'est-à-dire en fait des fois, tu peux aller, sur tes, lignes directrices, jamais investir dans une personne qui monte son projet pour la première fois, une personne qui est mal accompagnée et pour autant 1 sur 1000, ça va cartonner et ça j'ai énormément d'exemples.
pas forcément les citer parce que ces gens-là ne veulent pas forcément être cités, mais et au début, c'était très chaotique et jamais personne aurait misé un centime sur eux. Et Mmh. pourtant, ils ont réussi. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est un peu la personne qui sort du casino, qui a mis toutes ses économies sur une couleur et qui sort avec 36 fois sa mise, qui va dire Ouais, que et c'était qui part du facile. principe que tu as pris Voilà. une bonne décision, hein. Voilà, c'est ça. Ou quelqu'un qui marche dans la rue et qui s'amuse à écraser une merde de chien et d'un seul coup, c'était une pièce c'était une barre d'or, quoi. Voilà, c'est un peu ça aussi dans l'écosystème. Il y en a beaucoup, hein. Des pseudo NFT traders qui se retrouvent, du genre des meme coins et d'un seul coup, ils disent que c'était normal et c'était obvious. Oui, Donc voilà, c'est assez intéressant. Mais oui, pris beaucoup de choses sur l'écosystème, beaucoup de choses sur les gens, beaucoup de choses sur moi-même, et donc bravo, c'est une bravo, évolution constante. bravo. Et tu nous as enfin, on voit que tu fais énormément de choses, tu travailles énormément. Il y a une question qu'on pose souvent aux entrepreneurs qui viennent sur le podcast, c'est: comment tu arrives à gérer le pro et le perso en même temps? Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre? Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que c'est encore compliqué? Parce que quand on travaille énormément, c'est toujours difficile de faire les 2. Quelle est ta vision par rapport à ça, par exemple, et quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui nous suivent et qui souhaitent trouver l'équilibre, qui n'arrivent pas à le trouver? Est-ce que c'est normal, pas normal? Quels conseils tu pourrais donner? Mmh. Moi, je pense que je suis une des personnes les plus mauvais positionnées pour parler de ce sujet. Donc, en l'occurrence, je pense qu'il y a une dizaine d'années, 5 années, je me caractérisais ou je me disais: «Oui, oui, moi, je suis une bête de travail, je bosse 20 heures par jour, 7 heures 7 jours par C'est ça? semaine, c'est incroyable, c'est trop bien». En fait, je pense que ça, c'est l'échec complet d'un entrepreneur. Parce que OK, qu'est-ce qui compte le plus pour un entrepreneur dans sa vie ou dans une vie? C'est le temps. Si à la fin, tu arrives pas, à t'octroyer du temps ou t'acheter du temps, c'est tu un mauvais entrepreneur ou alors, parce qu'à la fin, si tu arrives pas à profiter, de la vie, après ça dépend, tu des gens qui profitent de la vie en travaillant énormément, mais à la fin, c'est qu'est-ce que toi tu cherches? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Et je pense que, moi, j'ai trouvé une sorte d'équilibre qui potentiellement peut être assez précaire des fois, mais c'est vrai que c'est une question, ça dépend tout à chacun, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui te, drive, tous les motive. jours à te réveiller, à te motiver? Qu'est-ce qui fait de toi que tu as complètement la mojo pour aller créer des choses, et créer de la valeur? Tu as des gens qui sont attirés que par, l'aspect monétaire, l'aspect financier. Une fois qu'ils l'ont, ils se barrent et tu en as d'autres qui, même s'ils l'ont, ils restent et ils construisent. Donc c'est des différentes personnalités, mais c'est vrai que dans cet écosystème qui est relativement, comme on disait tout à l'heure, assez, demandeur de temps, d'énergie, parce que tout va tellement vite, hein. Du jour au C'est lendemain, tu clair. peux avoir une nouvelle, le lendemain, tu as un gars qui a construit encore un truc beaucoup plus important et beaucoup plus solide parce que, bah, c'est du open source. Donc, quelqu'un qui voit quelque chose, bah, l'autre personne qui vient par derrière peut peut-être voir un petit truc qu'il n'avait pas vu et derrière ça crée un nouveau projet, donc c'est incroyable. Donc tout va vite. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Token Talker. C'est vraiment un plaisir. Je vais prendre 45 secondes de votre temps pour vous présenter notre sponsor, la société Aria. Aria Crypto, c'est en fait un centre de commande qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour investir dans les cryptos. La société elle a été fondée par Jonathan et Anastasia, qui sont les co-CEO d'Aria. Ils ont eu pour idée tout simplement de faire une agence algorithmique pour mettre des notes sur les cryptos. Grâce à eux, vous allez combler tout simplement vos lacunes en matière d'accessibilité aux informations et d'évaluation des risques dans le secteur des crypto-monnaies. Avec plus de 35 mesures, ils analysent les cryptos dont la capitalisation dépasse les 500 millions de dollars. Grâce à eux, vous allez rester informé en temps réel des développements du marché, des risques que vous allez pouvoir prendre dans le secteur, et vous allez pouvoir adapter vos stratégies d'information grâce à leur IA. N'hésitez pas à explorer leur tableau de bord, créer votre premier portfolio avec Aria et bien sûr, restez connecté. Donc il faut arriver, à se mettre des filtres, à trier l'information et à se mettre des barrières. Voilà, et tout ça, je pense, c'est facile d'en parler, mais quand tu es sur le terrain, c'est autre chose comme tout, hein, c'est facile de lire d'apprendre dans les livres, mais une fois que tu es confronté à la réalité, les choses peuvent être différentes et donc bah, c'est un enseignement constant, un apprentissage constant de la vie et je pense que la crypto, la blockchain, cet écosystème, c'est quand même une bonne leçon, de vie. Ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup de contraintes et il y a aussi l'envers du décor et donc ça, il faut prendre soin de soi. Donc il y a des gens qui font des burn-out, il y a des gens qui perdent intérêt dans cet écosystème parce qu'ils s une certaine
désillusion des gens, désillusion de comment ça fonctionne, et potentiellement après ils reviennent ou alors ils partent définitivement. Moi, dans les débuts, l'écosystème était très petit, hein, un meet-up de Ethereum global, on était une cinquantaine, il y avait personne, hein, il y avait à peine deux, trois pèlerins. Et beaucoup de ces personnes-là que je connaissais, que je côtoyais auparavant, ils sont partis. Et par contre, on a encore qui sont là. Et ceux qui sont là, tu sais qu'ils sont là pour builder et pour chiffre de la valeur, parce que sinon ils seraient pas là. Ils Ouais, seraient c'est pas là en clair. train de se faire chier tous les jours, ou d'ailleurs dans certains conflits, s'ils étaient pas là par passion, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu parles enfin, tu parles et tu as parlé des meet-up. Tu participes à beaucoup d'événements? Ça t'arrive pour, peut-être, Alors je participais, ouais, ouais, je participe beaucoup à beaucoup d'événements. Là, j'ai un peu réduit, la voilure de voyage, mais sinon oui, forcément, je fais les clés, ECC, Token 49, ouais, ouais, je fais à peu près beaucoup de ECC, ça peut être East Prague, ça peut être East Denver, toutes ces choses-là. Euh, Maintenant, je participe plus. Je sais même plus si c'est une chose, ça, les meet-up d'ailleurs. Maintenant, je sais même plus si ça existe, hein. Tout ce qui était sur Meetup ou Eventbrite. C'est vrai qu'avant, c'était énorme. Ça fait bien une dizaine d'années que j'ai pas été ces trucs. Mais c'est vrai qu'avant, bah, c'est là-dessus avant qu'on se rejoignait. Maintenant, c'est plutôt des conférences, puisque bah, quand tu as d'une cinquantaine de pèlerins, bah, tu peux te permettre d'avoir une conférence. Donc c'est vrai que les choses ont beaucoup changé, ouais. Mais et donc, tu j'en fais fais aussi des encore pas conférences? mal. Mhm. Tu fais aussi des conférences? Oui, bah, par exemple, BCC, Ouais, trop bien. East Denver, toutes ces choses-là, ouais. East Singapour, Waouh, Token 49 Singapour, ouais, choses je comme ça. pense que On c'est bien. organisait aussi énormément de choses. Donc, on organisait la DGen, Right News. Bah, je suis derrière Stable Summit, qu'on organise par exemple pour ICC, qu'on a organisé à Denver, qu'on a organisé à Singapour. Toutes ces choses-là, ouais. Wow, bravo. Bravo d'être aussi présent sur tous ces secteurs d'activité. Je pense que c'est important pour des personnes, enfin, que des personnes comme toi puissent justement partager leurs connaissances, leur savoir, et puissent augmenter l'éducation. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est important et qui est peut-être parfois sous-coté, l'éducation dans l'écosystème Web3? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent qui n'ont pas d'éducation sur soit la finance, notamment pour la DeFi, ou d'autres choses? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu mets en avant? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Moi, j'ai monté StakeDAO Academy. On a Ouais. monté StakeDAO Academy, donc on avait c'est des articles relativement assez simples, plus d'une centaine d'articles relativement simples de vulgarisation des concepts de la DeFi, de la blockchain, de la crypto, d'allant de scalabilité, de comment alimenter un NFT ou des choses comme ça. Donc, RecNews, c'est ce qu'on fait. On a aussi une sorte de pseudo-école. J'ai aussi participé à l'ELRA en France, à l'IRA, et toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que c'est important. Le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rejoignent, qui se font embrigader ou qui vont dans ces pseudo-influenceurs qui pour eux ne communiquent aucun enseignement, simplement le fait de communiquer des choses pour pouvoir avoir plus de followers. Donc indirectement, vu que bah, ce qui amène beaucoup plus, c'est un peu indirectement la toxicité. Euh, et donc au lieu de se baser sur un contenu de qualitatif pour arriver à faire en sorte que les nouvelles personnes qui te rejoignent apprennent des choses, eh ben, c'est pas forcément leur approche. Mais oui, c'est extrêmement important de vulgariser et d'avoir la capacité de pouvoir fournir du contenu qualitatif pour que les gens, par la suite, arrivent à construire des choses. OK. Et après, ça Ouais, passe par le contenu, par l'école, par l'éducation, mais aussi par l'investissement. Investir dans des jeunes qui puissent arriver à construire des choses super intéressantes, notamment par exemple en France, Morpho, Engel et d'autres. Ça, c'est des jeunes qui sortent d'école, qui n'ont pas forcément fait monter autre chose avant. Donc leur chance, c'est leur première chance, c'est d'arriver à les accompagner. Mmh. des très, très beaux projets. Très, très beaux projets en Incroyable. plus. Mmh. Ouais, ouais, formidable. Je disais, c'est justement quand tu parles de ces projets, par exemple Ungle, qu'est-ce que toi tu penses actuellement des stablecoins et de l'avenir justement des stablecoins dans l'économie numérique à l'heure actuelle? On parle d'euro numérique, il y a plein de choses qui tournent autour. Est-ce que tu peux donner justement ta vision sur ce qui se passe actuellement et l'avenir justement des stablecoins? Bah, on organise Stable Summit, donc on est avec et actif aussi avec
les différents gros projets de la DeFi, notamment Curve et tout, dans le lobby, dans l'incentive. On a aussi la plateforme avec CDAO de votre market qui permet d'incentiviser des positions de stablecoin ou d'autres sur différentes stratégies. Donc, on parle avec les plus gros leaders de l'écosystème, hein, Circle, Tether, Binance, Gemini, tous ces gars-là. En Europe, ce qui est relativement assez intéressant, c'est Angle, ils sont maintenant stablecoin dollar, vu qu'il est beaucoup plus amené à être utilisé dans le monde à l'heure actuelle, malheureusement. En fait, les stablecoins algorithmiques et les stablecoins centralisés custodial, ils ont des marchés à prendre qui sont des marchés différents et qui se rejoignent en ce moment. Donc, grâce à la régulation, grâce à MiCA, choses comme ça, par exemple, MiCA en Europe donne un framework régulatoire pour pouvoir opérer et distribuer un stablecoin. Ce qui est relativement assez intéressant, donc, notamment pour Angle, pour d'autres, qui permet en fait de pouvoir distribuer. Et donc, en fait, on verra que les stablecoins vont opérer soit directement ou indirectement via la Banque centrale par exemple l'Europe, Banque centrale européenne, à distribuer la monnaie, l'euro notamment en Europe. Et donc ça, en fait, ça va pouvoir, avec des banques privées, donc des projets privés, notamment comme Angle, de potentiellement arriver à distribuer et à augmenter la voilure de l'adoption de l'euro, par exemple. Et donc, en fait, pour les banques centrales européennes, pour les institutions européennes devraient comprendre en fait que c'est tout leur intérêt de pouvoir arriver à pousser ces projets pour pouvoir distribuer l'euro. Et donc, notamment, ce qui est assez incroyable, c'est que les US, ils sont contre le fait, ou ils étaient contre le fait d'aller aider ces projets à pénétrer certains marchés. Et pourtant, ils viennent de se rendre compte que maintenant, le dollar, par exemple, je ne sais pas, mais j'aimerais bien avoir une étude de le pourcentage d'Européens avec des dollars dans les poches depuis que la crypto est en route. Et on se rendra compte que la crypto, grâce au stablecoin dollar, est dans les poches de 90%, voire plus, de l'ensemble des gens qui utilisent la crypto ou la blockchain. Et donc, encore une fois, les US ont gagné. Et donc, les Européens ils doivent se rendre compte de ce système de distribution. Et donc, c'est tout à leur intérêt d'aller accélérer l'adoption, d'aller accélérer les outils qui permettent de distribuer ce stablecoin euro. Et donc, de ne pas le freiner, pas de freiner l'innovation, mais d'avoir un cadre juridique, régulatoire, législatif, hein, qui permettent en fait de pouvoir arriver à promouvoir et d'aider les gens à innover dans ce marché, notamment Angle Finance et d'autres. Mmh. Ok, bah ok, merci beaucoup pour cette explication. Je pense que ça va intéresser énormément de gens. On arrive gentiment à la fin du podcast. Julien, on sait que ton planning est très chargé, donc on va devoir te laisser, même si j'aurais bien voulu parler avec toi et l'audience t'écouter pendant plusieurs heures. Euh, à la fin du podcast, Julien, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc ça peut être, voilà, peut-être revenir sur un sujet qu'on a traité sur lequel tu voulais rajouter des infos, peut-être nous donner l'information sur un sujet que tu as encore pas parlé, que tu voulais justement en parler, profiter de ce podcast pour en parler. Ça peut être nous donner un mantra, des conseils. Enfin, voilà, tu as carte blanche, ça peut durer 30 secondes comme 2 heures, on t'écoute. Déjà, merci de m'avoir reçu et Merci. bon travail à toi. Et ce genre de podcast est important pour l'écosystème. Euh, Merci. Sinon, un petit mot, c'est beaucoup de personnes essaient euh, c'est souvent la question qui revient, comment se lancer dans cet écosystème, comment arriver à comprendre les différents piliers, comment je peux arriver à construire, comment je peux arriver à m'engager dans différentes choses. Je pense que la meilleure façon de pouvoir apprendre et s'engager, c'est de construire. Donc, c'est soit d'avoir les skills ou de se dire, voilà, j'ai trouvé une solution à un problème. Ça sert à rien d'amener un nouveau problème, hein, des problèmes, il y en a suffisamment. Mais si vous avez trouvé, vous arrivez à corriger un problème avec une solution, donc ça, forcément, vous pouvez arriver à construire un projet. Mais sinon, le plus simple, c'est de rejoindre des acteurs inconditionnels de cet écosystème, des projets, et vous commencez à à vous faire les mains avec ces différents concepts. Et comme ça, par la suite,
vous êtes amené à pouvoir construire des choses. Mais en fait, la valeur, qu'elle soit différente, hein, la valeur de la connaissance, la valeur financière Oui. ou autre, est amenée plus souvent en construisant. Et donc, oui, forcément, vous pouvez aller au casino et sortir avec, avec une grosse valeur financière, mais c'est très difficile et votre chance de perte est plutôt au-dessus de votre chance de gagner. Par contre, si vous êtes dans ceux qui construisent cet écosystème, alors vous avez toutes vos chances de gagner. Waouh! Bah, merci pour cette explication parce que c'est très pertinent et je sais que ça va aider beaucoup de gens qui se posent des questions, notamment sur ça. Donc, vraiment merci Julien pour ton Et temps. après, avec plaisir de répondre à des questions via Twitter ou si tu fais un post, avec plaisir de répondre à des gens s'ils ont des questions ou s'ils veulent savoir des choses. À l'époque, je faisais ça avec le Julien Token. Je jumpais dans des pas des podcasts, mais des gens qui avaient des questions pendant 1 heure ou qui voulaient avoir des infos sur l'architecture qui montait. À l'époque, je faisais aussi le Solidity check, audit. Waouh! Voilà, ou ça peut être aussi, ils m'écrivent un message sur Twitter avec grand plaisir de pouvoir les aider. On mettra le lien de ton Twitter en description pour que les gens puissent te retrouver encore plus facilement. On va publier dans tous les cas sur Twitter. On va être présent partout. Donc, bah, aucun problème. Il y aura sûrement peut-être des questions en commentaire. Donc, à ce moment-là, les gens pourront te les poser et si tu as le temps, bien sûr, de leur répondre. Merci beaucoup, Ok, Julien. bah, Bravo super, vraiment merci à pour ce que toi. tu fais. Tu as tout déchiré. Bah, à toi Force aussi, à toi. merci. Puis, bon courage pour la suite. Ouais, merci. À toi aussi.